Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la 7e émission de Parcours d'acteur. Je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau et aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va être en direct avec Los Angeles où nous allons échanger et écouter les conseils d'un acteur et producteur français qui vit maintenant depuis une dizaine d'années à Hollywood et il va échanger avec nous un petit peu son parcours, ses expériences. Si vous avez un jour rêvé ou imaginé pouvoir travailler là-bas, il va vous expliquer exactement comment faire, comment trouver un agent, enfin, vous allez voir, on va tout détailler ensemble. Là, je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Coucou Manon, salut Stéphane, Lily, tout le monde. Merci d'être présents, d'être si nombreux à chaque fois, ça me fait énormément plaisir. On attend Zach Zoublena qui va nous rejoindre dans un instant, dans très peu de temps. Et salut Laura, Florence, tout le monde. C'est super de vous avoir avec nous à chaque fois. Vous êtes toujours aussi présents et aussi fidèles. Ça me fait énormément plaisir. Alors, notre cher Zach, où est-il? Je suis en train de regarder. Coucou Mathilde. Oui, Stéphane. Si, je pense qu'il est réveillé, je l'ai au téléphone. Mais c'est le temps qu'il se connecte. Donc, je crois qu'il doit être dans les parages. Non, pas encore. Je l'attends toujours. Bon, n'hésitez pas en attendant que Zach arrive, il va pas tarder à arriver. Si vous voulez déjà vous me poser des questions, je serai heureuse d'y répondre. N'hésitez surtout pas. Je vois que vous avez été très très nombreux à regarder le dernier live avec Shirley. C'était un plaisir de la voir, elle est tellement pétillante et surtout elle était vraiment authentique. J'ai trouvé qu'elle avait échangé avec vous la réalité du métier exactement. Elle vous a pas montré que les paillettes et que le côté extraordinaire, elle vous a également parlé de la réalité de ce métier et c'est hyper important. Voilà Zach qui nous rejoint, donc je vais l'inviter tout de suite à se joindre à nous. Donc, Zach, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je crois que j'ai dû retourner ma caméra puisque... Ah, mais voilà, ça y est, je suis là. Candice Nichich. Comment tu vas? Alors attends. Ça va et toi? Tu sais, il y a un petit oui, décalage donc, avec l'Amérique. Oui, tu avais besoin de l'oreillette, donc. Rappelle les émissions avec Michel Drucker. Nous sommes Lesquelles? en duplex avec Los Angeles, Patrick. C'est ça. Et donc là, je suis actuellement en duplex avec Zach Zoublena à Los Angeles. Donc, pour tous les acteurs qui sont en train de nous regarder, je vais quand même vous expliquer un petit peu qui est ce personnage. Donc, Zach est un acteur français, également producteur, qui vit à Los Angeles depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui était surtout acteur en France avant d'arriver à Los Angeles. Il a joué dans beaucoup de séries, notamment sur TF1. D'ailleurs, dis-nous, Zach, un petit peu dans quelle série tu tournais un peu sur TF1? Écoute, j'ai fait des guests dans toutes les séries. J'ai fait les Femmes d'honneur, les Mimi Mati, les sections de recherche. J'ai tourné dans le tout premier épisode, première saison de section de recherche. Ah oui, effectivement. Avec Xavier Deluc. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire une quinzaine de séries et puis ça s'est terminé avec, en tant qu'animateur, avec le Royaume samedi soir en prime sur TF1. Génial. Donc toi, Voilà. tu es arrivé à Los Angeles, mais tu es un acteur qui bossait déjà beaucoup. D'ailleurs, récemment, tu continues à bosser avec la France puisque tu as tourné dans Les Étoiles restantes, qui a été nominé au César en 2018, je crois, il me semble. Hey Romeo! Excuse-moi, c'est mon chien. Ah, bon. C'est la fête. Très joli film de Loïc Paillard, écrit, réalisé, produit par Loïc Paillard. Et j'ai eu la chance d'être casté dans ce film. Bon, j'ai tourné
J'ai connu, en fait, ouais, j'ai connu Loïc à Las Vegas. On a fait un film ensemble avec Arnaud Sadowski, d'ailleurs, que je salue parce que Mais oui, je sais que je l'adore et tu l'as interviewé. oui, je l'ai reçu il y a pas Euh, longtemps en live. ouais, donc ça, c'est des gosses. Enfin, c'est des gosses. Pour moi, c'est des gosses. Ils sont tellement brillants tous les deux, Arnaud et Loïc. C'est des bijoux, quoi, tu vois. Ils font des merveilles et quand on a la chance d'être casté avec l'un ou l'autre, c'est extraordinaire. Arnaud aussi m'a pris dans son film Dehors, tu vas avoir si froid. Donc, je les ai connus tous les deux à Vegas il y a 7 8 ans. On a fait un film ensemble. Ensuite, on a fait 3 courts-métrages après, il me semble. Et après, ils ont fait chacun leur long-métrage. Et voilà. D'accord. Mais pour répondre à ta question, je mène pas de carrière de front entre, je pense que c'est ça ta question, sur Los Oui, Angeles et oui, Paris. oui. Parce que c'est impossible, c'est 11 heures d'avion malheureusement. Les Français n'acceptent pas vraiment de self-tape quand tu Mhm. te filmes pour une audition, ou s'ils l'acceptent, après il faut revenir pour le callback. Ah oui, d'accord. Donc si tu veux, ça revient au même. Au final, il faut venir pour, tu vois, faut venir pour une Mhm. audition. D'accord. Sinon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un petit peu ce qui intéresse tout le Rentrons dans le vif monde. du sujet. Comment on se retrouve à Los Angeles quand on est français? Est-ce que tu avais une double nationalité? Tu es français américain? Comment tu arrives à Los Angeles et comment tu peux travailler en tant que français là-bas? Alors maintenant, maintenant j'ai une double nationalité, je suis américain et français. Mhm. Mais en arrivant ici, j'ai fait un visa O1, le visa d'artiste, Oui. donc qui se compose grossièrement en 2 parties. Il y a la partie française qui consiste à prouver que tu es connu, entre guillemets, et reconnu dans ton pays par rapport aux Américains. Parce que le visa O1, c'est le visa que les Américains considèrent comme étant des exceptional achievement. Donc tu as euh, réalisé quelque chose d'exceptionnel dans ton pays, soi-disant. Okay. D'accord. Donc, tu dois le prouver d'une manière ou d'une autre, avec éventuellement des interviews. Avec l'immigration, ici, ne regarde pas de DVD. Donc, il faut faire des screenshots, des Quand saisies tu dis d'écran des de interviews, DVD. c'est-à-dire ce sont des articles dans des magazines, c'est ça? Des interviews magazines, voilà, ou même sur Ouais. Internet. Ou sur Internet. Des couvertures de magazines, c'est mieux, mais sinon, c'est pas indispensable. Mhm. Donc ça, c'est la partie française. Des lettres de recommandation, par exemple. Tous les réalisateurs avec qui tu as travaillé en France, même des chefs-op, des chaînes de télé, des grosses boîtes de prod qui peuvent te faire sur des papiers en tête des lettres de recommandation en disant que vraiment c'est un bonheur de travailler avec toi, tu étais extraordinaire, etc. Donc ça, c'est la partie française. Après, la D'accord. partie américaine, c'est un peu plus complexe parce que quand on vient ici, on connaît personne, la plupart du temps. Mhm. Et là, il te faut un sponsor. Donc, c'est quelqu'un qui va être ton parrain, en quelque sorte, Mhm. qui va te sponsoriser. Euh, ça nécessite aucun engagement financier de sa part de te sponsoriser. C'est juste un papier où il dit que voilà, bah, effectivement, tu vas être sous sa coupe, entre guillemets, Ouais. pendant Mais 3 ans d'ailleurs, il me ou la semble durée que du toi, tu as visa. sponsorisé déjà plusieurs acteurs qui sont venus à Los Angeles, Non, des moi, je acteurs n'ai pas français, non? sponsorisé, mais j'ai fait un peu l'équivalent. J'ai aidé beaucoup de gens, effectivement, à constituer des visas ici. Et je Mhm. continue à le faire avec plaisir. Euh, mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que tu as besoin également de deal memo. Un deal memo, c'est une preuve, c'est pour l'immigration américaine, un document qui certifie que tu vas avoir du travail pendant cette période de 3 ans pendant laquelle tu demandes un visa. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui produirait même une web série demain dit Mhm. voilà, moi je prends Candice Nechich dans ma série à partir de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. Elle va toucher 500 $ par jour et je vais l'utiliser toute l'année. Donc ça, c'est déjà une preuve d'emploi pour l'immigration, disant D'accord. que bah, la première année, effectivement, voilà, tu vas tourner dans cette web série. Après, c'est à toi de trouver avec tes contacts ou les contacts de tes contacts la même chose pour la deuxième et la troisième année. Si tu ne présentes un deal Ça se mémo que renouvelle chaque sur... année. Non, mais quand tu envoies ton dossier à l'immigration pour la première fois, il faut que Mhm. tu présentes 3 ans de travail à venir. Ah oui, d'accord. Très bien. Sinon, c'est le cas ici malheureusement, les gens se retrouvent avec 12 mois de visa. D'accord. Donc là, c'est 12 mois, déjà 3 ans, ça passe vite, alors 12 mois, Mhm. autant dire que c'est même pas la peine. Oui, oui, c'est pas évident. Mais d'ailleurs, toi, depuis 11 ans, j'imagine que tu as dû voir passer, d'ailleurs, je le sais, tu as vu passer plein d'acteurs, des connus, des moins connus.
qui sont jamais restés finalement. Comment tu as fait toi pour réussir à tenir aussi longtemps? Ça fait déjà maintenant 11 ans. C'est quoi ton secret en fait? C'est quoi ton budget? Tu veux tout savoir, toi? Tout. Tout. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, des acteurs connus, même très connus, dont on taira le nom des acteurs français. Le problème numéro un, c'est qu'ici, l'Amérique ne considère absolument pas ce que tu as tourné dans d'autres pays étrangers. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience, une vraie carrière en France, tu arrives ici, si tu n'as pas fait un film qui a fait un carton aux États-Unis ou un film français, mais il y a un embargo sur les films français ici, on les voit, les films français sortent pas ici, ils s'en foutent complètement. De toute façon, l'Amérique, c'est pro-Amérique, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est l'Amérique. On est américain, tu vois, voilà, il n'y a que ça ici. Hein. Ouais. Donc le reste du monde, quand on est en Amérique, en gros, n'existe pas. Ah, Oui. ça a coupé. Ouais, le seul film qu'ils connaissent ici, c'est Amélie Poulain. Donc, des acteurs qui ont des très gros CV en France sont au même niveau que quelqu'un qui viendrait ou qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a pas de CV, parce qu'il faut redémarrer à zéro, complètement. À moins, encore une fois, d'avoir tourné dans un gros succès américain, un film qui a fait un carton box-office, un film qui a été éventuellement oscarisé, Mais ou un toi truc comme qui n'es ça. pas arrivé en ayant ce statut-là, d'accord? Tu es arrivé finalement inconnu pour eux aux États-Unis. Comme tous les Français qui viennent ici et qui ont déjà une expérience de tournage en France, donc ça va rassurer ton agent ou ton manager à qui tu peux prouver qu'effectivement, bon, bah, c'est ton métier. Voilà, tu as les images à montrer. Mais il va falloir que tu te tapes, que tu te retapes, j'ai envie de te dire, tous les passe-moi le sel. C'est-à-dire, tu vas arriver, tu vas dire bonjour, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Comment Donc tu allez-vous, veux messieurs, dire par dames? là, en gros, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il faut mettre son ego bien au fond de sa poche et se dire, je redémarre tout à zéro. Et voilà, je redémarre complètement à zéro et j'oublie, en tout cas, tout ce que j'ai fait avant en France n'existe pas ici à Absolument. Los En Angeles. Amérique, déjà, je vais te dire, il n'y a pas d'ego. Hein. C'est trop dur. C'est trop dur, il y a trop de compétition. L'ego, c'est un mot qui n'existe pas. Mais oui, je comprends dans quel sens tu poses cette question. Oui, c'est exactement ça. Il faut être prêt vraiment à démarrer, je te dis, avec des passe-moi le sel. Donc, le passe-moi le sel, qu'est-ce que c'est? J'en parlais avec une copine française la dernière fois, elle ne savait pas. Passe-moi le sel, c'est quand tu arrives dans une série, tu vas dans Sex in the City, tu vas dans Amour, gloire et beauté, tu vas dans Breaking Bad, et tu es le mec qui amène le café et qui dit voilà, merci, je peux vous servir autre chose? Voilà. Je te Donc, à coupe. côté Il de y a ça, toi, Iman qui est en train de nous dire justement, comme Gad, qui a fait des petites scènes là-bas de ce style-là dans les ah, films. voilà. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bravo, félicitations, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu en fasses 4, 5, 6 dans des séries en plus qui sont quand même relativement connues ou pour des networks, c'est des chaînes qui sont connues. Après, donc on appelle ça des co-stars. Le co-star, c'est-à-dire tu as tes petites, c'est des one-liners, two-liners, tu arrives, tu dis une ligne, deux lignes, trois mots. Bon. Après ça, tu passes au guest star. Donc là, c'est 2 pages, 3 pages. C'est plus 2 lignes, 3 lignes. Quand tu as tes 4, 5 guest stars dans des séries qui comptent, en tout cas que les Américains, les directeurs de casting puissent reconnaître sur un CV, à ce moment-là, tu as accès à des rôles qui deviennent plus intéressants. Mais il faut tous retaper. C'est pour ça que ceux, pour répondre à ta question, ils viennent là et c'est légitime. Ils viennent, ils disent bon, Hollywood, pourquoi pas? Ils ont des grosses carrières, ils ont de l'expérience, ils ont du métier. Mais ça n'a ici aucun intérêt, à moins d'être Jean Dujardin ou Marion Cotillard qui ont été oscarisés ici. Donc là, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Là, on parle d'autre chose, ok? Mais pour l'acteur qui, pour l'instant, qui nous écouterait, qui n'aurait pas encore été oscarisé, il va falloir recommencer à zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie de la réponse, c'est aussi la raison pour laquelle moi je suis là. C'est que d'abord, j'ai quitté Paris il y a 11 ans pour des raisons de santé. J'ai une petite santé, donc je ne supporte pas l'hiver à Paris. Et à 40 ans, j'ai dit, c'est terminé, la pluie, la boue, le froid, 3 mois malade par an, je peux plus, je me casse. Donc j'avais la chance d'être seul, de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, parce qu'évidemment, quand on a ce genre de responsabilité, c'est plus difficile. Bien sûr. Et je suis parti. Donc c'était soit LA, soit Rio, parce que bon, je parle portugais, j'ai des contacts pour faire des télénouvelles aussi au Brésil, mais j'ai commencé par LA, mais
ce que je remarque dans les gens qui viennent ici, je croise beaucoup de Français qui, on prend un café, qui sont là pour 3 mois en touriste. Ils sont là et je leur dis quel est ton plan. Ils me disent je suis là pour 3 mois en touriste. Si je cartonne, je reste. Ou si je cartonne, je fais un visa de travail. Ça marche pas comme ça. Non, au bout de 3 mois, tu sais où se trouve la plage, la salle de sport et le Ralph pour aller faire tes courses. C'est tout ce qui va t'arriver. Tu peux pas trouver d'agent, tu peux pas trouver de manager parce que tu n'as pas de numéro de sécurité sociale vu que tu n'as pas de visa. OK? Donc, c'est très dur. Et ensuite, ceux qui viennent ici avec un visa, ils viennent avec l'obsession de réussir à Hollywood. Et je pense que cette obsession est fatigante. Je vois beaucoup de gens qui brûlent la bougie par les deux bouts parce que Hollywood, c'est un festival de Cannes, grandeur nature, qui dure toute l'année. Oui, c'est ça. Tu me parlais du rythme infernal de cette ville. Bah bien sûr, tu peux te carboniser, te fatiguer très vite, t'épuiser, même financièrement, c'est pas évident. Et les gens repartent comme ils sont venus. Moi, je suis venu ici parce que j'avais envie, dans mon expérience de vie, de faire j'avais dans ce choix d'avoir cette expérience à l'étranger. J'avais besoin de partir. Je suis pas un fan de Paris, j'ai jamais vraiment aimé les grandes villes. Ici, je suis à la campagne, je suis à 20 km de Los Angeles. Et j'avais envie d'être au soleil, j'avais envie d'être au bord de la mer, j'avais envie de cette expérience de vie. Et il se trouve que sur cette expérience vient se greffer l'élément Hollywood. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas venu là à 150% pour Hollywood avec une obsession de réussir. Pas du tout. Je te coupe. Nour nous pose une question. Il nous demande si c'est facile de trouver un boulot en étant français. J'imagine qu'il veut parler d'un petit boulot pour subvenir à ses besoins, le temps de décrocher un guest, quoi que ce soit, un passe-moi le sel dans un film ou une série. Alors, avec un visa de travail, oui. Sans visa, je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours été en visa ici. Je pense qu'il y a effectivement des possibilités, mais ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont serveurs dans les restaurants français. D'ailleurs, c'est la grande blague ici, quand tu dis que tu es acteur, on te dit dans quel restaurant tu travailles. Voilà, la fameuse blague. Tout le monde est acteur ici. Sinon, moi, personnellement, j'ai des activités parallèles. Je vis pas que du milieu d'acteur. Donc, par exemple, je fais de la photo. Je fais de la photo d'art, entre guillemets. J'ai une galerie online où je vends mes photos. Et je fais du doublage de films. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, si jamais on a l'ambition de partir s'installer à Los Angeles, il faut se dire d'entrée de jeu que vaut mieux se diversifier et savoir faire plein de choses et bosser dans plein d'environnements et d'univers différents pour pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait d'avoir un business, d'avoir un business online qui tourne déjà. Par exemple, tu as une boutique sur Amazon, tu vois, je connais une fille, une Française qui avait une grosse activité en doublage, en voix, et qui a démarré de Toulouse. Et elle avait lancé sa boîte sur Internet, elle avait un petit site Internet, et elle avait des clients de Taïwan, d'Australie, qui lui demandaient même une recette de cuisine en français. Tu vois, est-ce que vous pouvez m'enregistrer, s'il vous plaît, cette recette de cuisine en français? Est-ce que vous pouvez Taïwan, par exemple, une marque qu'on ne connaît absolument pas, va sortir, je ne sais pas, l'équivalent d'un iPhone et ils ont besoin de la mode d'emploi en français ou d'une voix française parce qu'ils ont l'intention d'essayer d'intégrer le marché francophone, tu vois. Et petit à petit, elle est partie à Londres après ça, elle a démarré comme actrice et elle avait toujours cette boîte qui tournait. Et cette boîte s'est développée et aujourd'hui, elle peut vivre n'importe où dans le monde. Ouais, et là, elle vit à Los Angeles et elle est actrice en parallèle. Donc ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. D'accord. Après, il y a moyen d'être chauffeur Uber aussi, tu vois, pourquoi pas, il n'y a pas de sous-métier. Mais je pense que Uber demande plusieurs années de permis. Par rapport au permis de conduire, Ouais, je sais, enfin, je suis pas sûr, je connais pas trop, mais je pense que c'est 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Bon, sinon, je voulais savoir une chose, c'est que les Américains sont assez friands de l'accent français. Ils lui trouvent depuis toujours un charme certain. Et je voulais savoir si du coup, en tant qu'acteur français, quand tu arrives à Los Angeles, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que d'arriver avec ce charmant petit accent français, ça va nous donner quelque chose en plus par rapport aux autres?
Quel est ton regard là-dessus? C'est un gros handicap. Ah oui, donc là, on oublie complètement le charme, l'atout, on est carrément sur le handicap. Si dans les relations interpersonnelles entre hommes et femmes, effectivement, ça plaît beaucoup et ça a beaucoup de charme. Mais pour le travail, ça n'a aucun intérêt. Alors, je suis content que tu soulèves ce point parce que ça va me permettre de te dire plusieurs trucs. Le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de rôle de français à Los Angeles. Je te coupe une seconde. On va faire un petit coucou à Fanny Pierre, qui est une actrice française, enfin belge, pardon, qui vit également à Los Angeles, à Hollywood, que je recevrai d'ailleurs samedi en interview. Et je voulais justement vous connecter tous les deux, que vous vous rencontriez. Donc voilà, je vous présente l'un à l'autre en live. Salut Fanny. Elle répond pas, dis donc. Ben non, elle peut pas. Mais dis-moi, donc excuse-moi, on reprend du coup sur ce que tu expliquais. Ouais, alors la problématique de l'accent. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. C'est un gros handicap parce qu'il n'y a pas de rôle de français. D'accord? Un scénariste qui grandit à Los Angeles, qui écrit des films, il écrit en fonction de ce qu'il connaît dans son environnement tous les jours. D'accord, socio-culturel, dans lequel il a grandi et évolué. Pourquoi il y a les Mexicains dans les films et les séries, Breaking Bad, etc. Parce qu'ici, on est à 2 heures de la frontière du Mexique et il y a énormément de Mexicains à Los Angeles. Donc, il y a des Mexicains dans les films et il y a des Mexicains dans les séries pour cette simple raison que ils grandissent avec, donc ils écrivent des rôles de Mexicains, donc il y a des rôles pour des Mexicains. Voilà. Des rôles des Européens, ils n'en connaissent pas. Je veux dire, des Français, il y en a très peu ici. Oui. Tu vois? Donc, il n'y en a pas. Quand il y a un rôle de français dans un film ou une série, tu as tous les acteurs français qui se pointent. En général, c'est le rôle d'un connard qui est pédant, puant et prétentieux parce que c'est comme ça que les Américains nous voient. C'est horrible, tu te rends compte? Non, mais c'est terrible l'image qu'on a. C'est pas faux, ouais. Quand tu vois à Paris, les serveurs parisiens, entre autres. Enfin, bref. Voilà, c'est ça qui nous fout dedans, parce qu'en fait, le service aux États-Unis est tellement exceptionnel. Quand tu vas dans un restaurant, tu n'aimes pas un plat, ils se mettent en 4, ils te le remplacent. Je suis vraiment désolé, qu'est-ce que je peux vous amener à la place? Tu vas, moi, tu sais bien, j'avais une brasserie dans le 12e. Oui, je veux dire, quand tu n'aimais pas mon entrecôte, je te foutais dehors, manu militari, tu vois ce que je veux dire? Et non, mais c'est vrai. Donc, non, mais je comprends. Donc, c'est vrai que les Américains qui vont là-bas, pour ceux qui partent là-bas, bon, 85% d'Américains n'ont pas de passeport et quittent pas le territoire. Mais pour les 15% qui voyagent, ils se disent putain, les Parisiens, tu vois, c'est pas cool. Donc, quand il y a un rôle de français, c'est un rôle de connard. Mais bon, peu importe, moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, tu vois, on fait ce qui se présente. Hein. C'est mieux qu'une pub pour Canard WC. Donc, oui, puis en général, c'est toujours un kiff de jouer les méchants. Hein. Donc, les mecs, ouais. Exactement. Donc, en fait, tu as tous les Français qui se présentent et au final, c'est un Américain qui va te faire un espèce de faux accent français qui va avoir le rôle. Là, j'étais en option pour les frères Cohen, donc frères Cohen, donc les Big Lebowski. Bravo, c'est magnifique. Ils ont fait 6 moyens métrages pour Netflix. Donc c'était il y a 3 ans de ça, tu vois. Et dans le dernier, en option pour les frères Cohen. Ouais, non, c'est top. Et au final, ils ont pris un Allemand. Ah ouais. Ils ont pris un Allemand et c'était un mec dans une diligence qui déblatérait sur l'amour, sur jamais je n'avais compris ce qu'il y avait de beauté séduisante dans la forme d'un nez ou de ce saut-organe qu'on nomme l'oreille. Tu vois, enfin, c'est des trucs vraiment français, écrits par les frères Cohen, c'était génial. Et c'est 14 pages d'audition, je me souviens, et au final, j'étais en option, ils ont pris un Allemand. Putain, c'est dingue. Voilà, donc, et le mec, il a même quelques mots français qu'il place avec un sale accent, bon, et voilà. Donc mais quand tu regardes... Ce que tu es en train de dire, là où tu veux en venir, c'est qu'il vaut mieux apprendre à parler anglais avec un accent qui correspond à notre type, plutôt que d'espérer d'avoir un rôle de français. Absolument. Tu vois, je vais te donner un autre exemple qui est vraiment concret. Un des plus gros trucs que j'ai fait ici, c'est la plus grosse série que AMC ait produit après Breaking Bad, qui s'appelle Turn Washington Spice. C'est à l'époque de la révolution américaine qui a eu lieu 20 ans avant la nôtre en France.
donc 1771 par là. Je l'ai eu grâce à mon agent à New York. Je l'ai eu grâce à mon agent à New York, donc ça, on va en parler aussi, l'importance d'avoir des agents. On va en parler aussi, dans tous les effectivement, des États-Unis. agents. Ouais. Et donc, il cherchait un Français. Donc là, je me suis filmé dans mon salon ici. J'ai été pris et après, bon, je suis parti tourner là-bas. Mais Wow, super, super. super. 3 Non, mais épisodes, c'est j'étais énorme. Tu te rends ravi. compte? La C'est série énorme. la plus vue après Breaking Bad, c'est extraordinaire. Ouais, ici, ça a fait un gros carton, 8.1 sur IMDb. Tout ce qui est au-dessus de 8 en général, c'est vachement bien. Mais là où je veux Et en ça venir, ouvre c'est des que portes, typiquement? Quand tu non. fais une série, quand tu as un rôle dans une série qui cartonne, est-ce que ça t'ouvre plus de portes? Non, mais ça a beaucoup de poids dans ton CV. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, le gosse qui faisait Lafayette, parce que Lafayette, donc dans l'histoire de France, c'est l'histoire d'Amérique, Lafayette qui était considéré comme le double héros, je crois, parce qu'il a fait la Révolution américaine, ensuite il est rentré en France, il a fait la Révolution française. Il avait 22-23 ans. Et attends, je termine juste là-dessus parce que c'est vraiment important de capter ça. Oui, Lafayette, bien qui sûr. était totalement français, c'est dans les livres d'histoire français et les livres d'histoire américains qui s'est battu aux côtés de Washington pour se débarrasser des Anglais. Bon, sur la fin de la guerre, ils sont complètement acculés. Ils ont fait appel à un mec qui s'appelle Comte de Rochambeau, qui est un grand stratège de guerre. Et c'est moi qui le fais, un mec de 50 ans. Mais j'ai fait 3 épisodes. Ce gosse qui fait Lafayette, qui est donc français, dans l'histoire évidemment, ils ont pris un Américain. Et lui, il s'est tapé peut-être 30 épisodes. Et c'est un Américain, d'ailleurs, au demeurant, qui est un garçon charmant, qui est un acteur qui vit à New York, qui doit avoir 27-28 ans. Très gentil. Mais il parle français comme une vache espagnole. Il a passé 6 mois en France dans sa vie. Et avant chaque scène, il me demandait comment tu dis ça, et ça, comment tu dis ça, et ça, comment tu dis ça. Ouais. Fou, hein. Alors, et là, tu te dis, t'es acteur, enfin, ceux qui nous écoutent, t'as 25 ans, tu te dis, putain, Lafayette, c'est moi? Ouais. Non, ils vont prendre un Américain. Et du coup, pour rebondir là-dessus, il y a une jeune fille qui nous demande, est-ce qu'il faut avoir un certain type pour avoir sa chance là-bas ou tout le monde, n'importe qui peut avoir sa chance? Alors, c'est une bonne question. Je pense que de toute façon, je te réponds d'office que n'importe qui peut avoir sa chance. Mais en ce moment, il y a une grosse préférence pour tout ce qui est ethnique. D'accord. Je te donne un exemple clair. Au mois de décembre, j'ai été pris pour une série 8 épisodes en James Bond villain. Donc, c'était le vilain de chez James Bond, si tu préfères. Et j'ai été pris, j'ai été validé par le network, validé par le casting. Génial. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais quand même, malgré tout, je trouve ça super d'avoir été en option. Oui, c'est plus qu'une option, parce que là, j'étais validé et au dernier moment, le network appelle le casting et dit « On aimerait voir du ethnique sur ce rôle ». Donc, si on ne trouve pas dans le ethnique, à ce moment-là, c'est Zublena qui le fait. Mais évidemment, ils ont trouvé parce qu'il y a des bons acteurs dans toutes les couleurs, heureusement. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Alors, je vais te donner un exemple vraiment concret. Si tu as vu la série Bates Motel, oui. Tu te rappelles de Bates Motel avec ce gosse qui était tellement extraordinaire. Le weirdo brun aux yeux bleus, l'ado, tu vois. Aujourd'hui, il fait une série qui s'appelle The Good Doctor, qui va certainement arriver en France ou qui est déjà peut-être en France, je ne sais pas. Le bon docteur, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Ça se passe donc dans un hôpital. Il est entouré de métis. Entouré. C'est-à-dire que il y a 20 ans, 85% des gens à la télé en France, télé américaine, pardon, avaient les yeux bleus. C'est complètement terminé. Donc, si tu as la chance d'avoir un métissage arabe, mexicain, philippino, hawaïen, là, c'est vraiment le moment de venir ici. Alors, tous ceux qui nous regardent, qui sont typés, allez-y, c'est le moment. Carrément. Ouais. Là, c'est vraiment, il s'est rempli d'opportunités. Les agents ne prennent que des gens comme ça. C'est vraiment, et tu vois quand tu allumes la télé. Mais oui, bien sûr. Je rejoins Sénagramme qui dit tant mieux. On est tout à fait d'accord. Bien sûr, tant mieux. Ouais. Heureusement que les choses évoluent. Bien sûr. Ouais. C'est pour le plaisir des yeux, parce que si tu regardes The Good Doctor, ils sont tous plus beaux que les autres, les uns que les autres. On dirait une agence de mannequins à Caracas, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, là ça vaut vraiment le coup.
Et après, comme tu l'as évoqué tout à l'heure par rapport à l'accent, je voulais juste finir là-dessus parce que c'est vraiment important, je pense, quand on est français. Venir ici, il faut vraiment bosser son accent au maximum. Moi, j'ai encore, après 11 ans d'États-Unis, j'ai encore des difficultés et arriver avec être disqualifié parce que sur 15, des fois les auditions sont assez longues, tu peux avoir 15 pages de texte. 15 pages de texte que tu as eu la veille, ça peut arriver que tu vas pas prononcer un mot, deux mots, trois mots parfaitement. Tu vois ce que je veux dire? Sur 15 pages, tu es disqualifié immédiatement. Ouais. Parce que eux, ils veulent s'assurer que dans l'Ohio, dans le Colorado, à New York, en Louisiane, tout le monde va comprendre ce que tu dis. Que tu aies un accent, c'est pas un problème. Il y a des rôles pour des gens avec des accents. Les Français, comme je te dis, c'est très, très rare. OK? Et souvent, ils vont le donner à un étranger. Mais il y a des rôles pour des étrangers. Et comme tu l'avais tout à l'heure amorcé, effectivement, il faut essayer de travailler l'accent en fonction de ton type ethnique. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu serais parfaite pour faire des Italiennes ou des Espagnols. Oui. Je sais que tu es de l'île de la Réunion. Donc toi, dans ton cas de figure, la première chose que je te dirais, tu arrives ici, n'essaie pas de parler américain comme un Américain, parce que des Américains, il y en a plein ici. Hein, guess what? Mais par contre, ta force, ça peut être de parler anglais, de t'entraîner à parler anglais avec un accent charmant italien ou un accent espagnol. Et même, je te conseillerais d'apprendre quelques mots en italien, quelques mots en espagnol. Par exemple, moi, je fais plus de russe et d'allemand que de français. Parce que je n'ai pas du tout un look de français. En revanche, je peux faire des russes et des allemands. Par contre, je ne parle pas le russe ou l'allemand. Mais c'est juste le look qui compte. C'est l'apparence. Tu vois, du coup, tu as appris à bosser tes textes en anglais avec l'accent russe ou l'accent allemand. Voilà. Donc, en fait, quand tu as une audition, par exemple, tu vois, je vais te dire « Don't make me lose my temper ». Ça te va bien le russe? Ça va bien le russe? Donc ça veut dire ne me fais pas perdre mon sang-froid, tu vois, don't make me lose my temper. Pour les Français, c'est assez simple l'accent russe parce que c'est très guttural, c'est dans la gorge, donc on peut y arriver. Après, je peux faire les accents allemands, mais c'est quand même limité à l'occasionnel rôle de français. De temps en temps, évidemment, je décroche un rôle de français. Là, j'ai le truc que j'ai fait avec Matt Damon et Christian Bale, comment ça s'appelle, le Mans 66. Il y avait 4 commentateurs. Il y a un commentateur japonais, un allemand, un anglais et un français. Donc là, pour le français, ils ont pris, grâce à Dieu, un français. Je me permets de rebondir. Fanny nous pose une excellente question. Elle nous demande, est-ce que toi, tu aurais un excellent coach d'accent à recommander? Moi, personnellement, je sais que j'en ai un à recommander. Elle est en France, mais je sais qu'elle voyage partout dans le monde et notamment aux États-Unis. C'est la coach de beaucoup de gens, John Malkovich, Juliette Binoche, etc. Donc c'est quand même quelqu'un de très qui a un certain standing, un certain niveau. Je ne sais pas quels sont ses tarifs, ni si est-ce qu'elle peut travailler comme ça avec n'importe qui, n'importe comment, mais c'est une excellente coach d'accent. Fanny, je te donnerai ses coordonnées avec grand plaisir. Zach, toi, est-ce que tu as un coach d'accent avec qui tu travailles habituellement là-bas à LA? Moi, à LA, je conseille Karen Strassman, qui est extraordinaire, mais c'est une actrice qui tourne beaucoup et elle n'est pas toujours disponible. Elle parle français comme toi et moi parce qu'elle a vécu 20 ans à Paris. Donc, elle comprend particulièrement le problème des Français à parler américain. Tu vois, c'est son point fort. Oui. Elle est vraiment forte. Moi, j'avais acheté un package avec elle il y a des années de ça. Mais en gros, c'est dans les 100 balles de l'heure. Bon, tu peux négocier après si tu achètes, tu vois, 10 heures. Mais elle est vraiment, pour moi, elle est extraordinaire. D'accord. C'est bon à savoir. Mais le conseil vraiment, c'est ceux qui ont plus de facilité, c'est ceux qui parlent déjà une langue étrangère et ceux qui ont une oreille musicale. Parce que c'est juste une question de choper la musicalité. Oui. Tu vois, la façon dont ils parlent. Pourquoi les anglo-saxons, par exemple, Charlize Theron d'Afrique du Sud, qui a un accent à couper au couteau, ou des Australiens ou des Anglais arrivent, ou Christian Bale, qui est anglais, arrive à faire des accents américains parce que c'est la même musique, c'est juste l'accent qui change. Hein, c'est comme si nous, on s'amuse à parler belge. Alors, une fois, hein, c'est pas dur pour nous. C'est juste l'accent qui change, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, ou l'accent suisse, hein, oh ben, il n'y a pas le feu au lac, hein.
Ah, Tu mais vois, t'es c'est doué pas. pour les accents, dis donc. Ouais, parce que je fais beaucoup de doublage. Donc, je suis. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut le dire, moi je suis désolée, je suis obligée de le dire à tout le monde parce que je trouve ça extraordinaire. En ce moment, je dévoile l'info, hein. En ce moment, Zach Parce que est tu en vas dire, train mais de vas-y. doubler Steve Carell Ah oui. pour une nouvelle série Netflix. Pardon, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plein d'appels pendant mon live, donc Ah, c'est ça pour crée ça des on petits t'a bugs. perdu. Ouais. Ouais. Donc, Steve Carell, Ouais, voilà. Steve Carell, c'est le rôle principal de The Office. Et là, il fait une série sur Netflix qui s'appelle Space Force, qui sort d'ailleurs le 29 mai, là, dans une semaine, dans 10 jours. Et voilà, et puis je double Steve Carell, donc je double le rôle principal. Extraordinaire. En Bravo. Encore français sur Netflix. Ouais, félicitations. c'est cool. Merci. Ouais, je t'en Ouais, prie. c'est J'ai sympa. quelqu'un qui nous pose une excellente question, puisque justement on allait y venir. Comment fait-on pour trouver un agent aux États-Unis? Ah, bonne Parce que je question. sais qu'aux États-Unis, vous avez un syndicat qui s'appelle SAG-AFTRA, mais est-ce qu'il faut absolument être syndiqué pour trouver un agent, ou même juste ne serait-ce que pour travailler? Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de ce syndicat? Non, il n'y a pas besoin d'être SAG-AFTRA, donc d'être syndiqué pour trouver un agent. Il y a environ 500-600 agents et managers ici à Los Angeles. Il suffit d'envoyer des emails. Moi, la petite combine, entre guillemets, que je conseille, c'est de mettre dans l'objet de l'email award-winning actor looking for reps. Ça veut dire que tu as déjà gagné un prix, tu vois. Oui, Bon, c'est pas nécessairement un Academy Award, tu vois. C'est pas dans ce oui, cas. oui, oui. On a tous gagné un prix dans le festival de Brie contre Robert, Oui, tu vois ce que je veux dire. Bon, bien donc sûr. voilà, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et comme ça, ils ouvrent l'email. Tu mets 2 lignes. Il faut que tu aies une démo en anglais, c'est clair. Si tu n'as pas d'image en anglais, ça va être, je pense, plus dur. Ton CV et sur la masse. Moi, je dis aux gens, j'ai une liste. Je dis, vous les mettez en blind copy, tu t'emmerdes même pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu mets tout en même temps, tu t'adresses l'email à toi-même, et puis dans ceux qui retombent, tu as des rendez-vous, et puis tu y vas. Tu vois, tu mets une photo, tu n'en mets pas 15, et après tu trouves un agent comme ça. C'est C'est pas dur drôle. parce qu'il y a beaucoup d'agents, et mon conseil, c'est toujours de trouver un manager. Parce qu'on dit the agent is the toughest nut to crack, c'est-à-dire que c'est plus difficile de trouver un agent parce que l'agent va gagner 10% uniquement sur ce qui te trouve lui. D'accord. Alors qu'un manager va prendre 20% sur toute ta carrière, sur tout ce que tu fais. Donc le D'accord. manager, et ils font grosso modo la même chose, le manager va être plus enclin à te Mhm. prendre si tu as un potentiel, même si tu arrives, tu débutes, tu peux faire de la pub, tu vois, au départ. Lui, il va prendre 20% là-dessus. Et il est censé également, dans cette idée de gérer ta carrière, te trouver Mhm. un agent. Voilà. D'accord. Donc plutôt aller vers un manager au départ quand on débarque, c'est plus facile. C'est plus Et facile. après, pour le syndicat, effectivement, il y a des projets qui sont syndiqués, d'autres qui ne sont pas syndiqués. Pour joindre le syndicat, bienvenue en Amérique, qui, on le rappelle, n'est pas un pays, mais qui est un business, il faut payer 3 000 $. Tu payes Waouh. 3 000 $, voilà, ça fait mal, Ah ouais. mais c'est indispensable si tu veux faire des films studio ou des séries studio, ou des grosses séries ou des gros films, tu n'as pas le choix. Tant que tu n'es pas syndiqué, tu vas pouvoir faire que des petits projets. Petits projets, non, mais tu vas faire des projets qui sont des films indépendants plutôt, bien que D'accord. certains soient syndiqués aujourd'hui. C'est indispensable d'être syndiqué. Il y a aussi la possibilité d'être éligible, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'être syndiqué, mais tu n'as pas payé les 3 000. D'accord? Mhm. Pour ça, il faut avoir tourné 3 jours dans un film syndiqué. Même un petit D'accord. court-métrage, une web-série, même de la figure. Tu fais trois D'accord. jours de figure sur un gros film syndiqué, hop, tu as ce qu'on appelle des vouchers, c'est des bons qu'on te donne. Quand tu en as 3, tu vas au syndicat, tu payes 3 000 et tu es syndiqué. Mais tu peux, pendant un laps de temps que je ne connais pas, parce que moi je ne l'ai pas fait, mais tu peux être SAG eligible, c'est-à-dire que tu es éligible pour être syndiqué, mais tu n'as pas encore payé les 3 000. Mais ça te permet d'avoir accès aux deux. Oui, oui, En oui. sachant que si demain tu es pris pour tourner pour la Fox,
il va falloir que tu payes les 3 000 avant d'aller sur le plateau quand même. D'accord. Mais ça te laisse un peu de marge de manœuvre. Ouais. Et la dernière chose que je peux te dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, le marché du non-union, c'est-à-dire des films et des pubs surtout, parce que 85% des pubs aujourd'hui à Los Angeles ne sont pas syndiqués. Même BMW n'est pas syndiqué. Pourtant, tu peux encore prendre 35 000 $ sur une pub en conduisant une voiture. Ah oui, Tu vois? Ouais, Donc, ça paye, ça peut payer. Mais la plupart du temps, ça paye très mal. Pourquoi ils ne passent pas pour les syndicats? Parce qu'ils ne veulent pas payer. Donc, tu fais ta pub, tu vas avoir à l'audition, tu vas te retrouver avec 1000 personnes à l'audition, peut-être 500. Après, tu as le callback. Après, tu es pris. Après, tu vas avoir une séance de fitting où tu vas d'essayage. Tout ça, tu n'es pas payé. Et le jour de tournage, tu es payé 500 $ par jour. Je veux dire, c'est devenu… Les pubs à 50 000, 100 000, 200 000 $, c'est terminé, tu vois. On te donne 500 $ par jour et attends, et pour avoir le droit d'exploiter ton image, donc les droits que tu vas percevoir, tu vas toucher entre 1 500 et 2 000 $. Si la pub est diffusée, parce que si le client n'aime pas la pub ne passe pas, tu touches jamais ton chèque. Donc le marché de la pub aujourd'hui, enfin moi personnellement, je suis pas du tout là-dedans, ça m'intéresse pas. Les fameux 3 000 $ dont tu parles qu'il faut payer à ce syndicat SAG-AFTRA, est-ce qu'il faut le payer une fois ou c'est chaque année tu repayes à nouveau tes 3 000 $? Non, tu payes une fois et après tu as une cotisation annuelle, je crois que c'est 150 $ par an ou 2 fois par an, je ne me rappelle plus. Je crois que Fanny avait l'air de dire, elle est intervenue sur notre live, elle avait l'air de dire que c'était 150 par mois. Non, non. Non. Ça fait combien de temps qu'elle est syndiquée, Fanny? Ben, on saura tout samedi, puisque je la reçois samedi en live. Ah, avec super nous. Elle va tout nous dire. Elle se rassure, Fanny, c'est pas 150 $ par mois. Non, non. D'accord. Tout à l'heure, tu as mentionné le marché du film indépendant. Je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Il y a une vraie culture du film indépendant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. C'est vraiment intéressant parce que c'est un marché qui n'existe pas, à ma connaissance, en France. Bah alors, voilà, ce qui se passe, c'est que 75% des gens qui vivent à Los Angeles sont dans l'industrie de l'entertainment, du divertissement. Donc, tu vas dans n'importe quel café, tu rencontres des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des acteurs. Ah oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. Effectivement, tout le monde me dit elle avait dit tous les 6 mois. Autant pour moi, je me suis trompée. Elle n'a pas dit tous les mois, mais tous les 6 mois. Ouais, parce que 150 par mois, ça serait un peu lourd. Ouais. Donc, en fait, tous ces gens se réunissent et montent des projets. Et c'est ce qu'il faut faire. Et ça crée le marché du film indépendant. Donc, le marché du film indépendant, c'est un marché qui n'a pas nécessairement de distribution, c'est un peu le problème. 98%, bon, moi, quand je produis des films qui sont donc indépendants parce qu'il n'y a pas de distribution, c'est pas des films studio, tu vois. Dès lors que c'est pas un film studio, tu es sur le marché du film indépendant. Oui. Qui est différent du syndicat parce que tu peux avoir un film indépendant qui va être quand même syndiqué. Parce qu'il y a des formes, il y a des statuts, il y a le statut low budget, donc petit budget, il y a des statuts extra low budget chez SAG, donc tout petit budget. Tu peux avoir ton film syndiqué pour que tes acteurs soient protégés, mais tout en ayant un tout petit budget, tu vois. Et tu vas payer les acteurs, mettons 100 $ par jour, c'est possible. Oui. Et c'est un marché colossal. Pour ceux qui voudraient trouver du boulot de France sur des films indépendants, il suffit d'aller sur IMDb Pro, donc c'est payant, surtout que maintenant ça appartient à Amazon, donc c'est encore plus cher qu'avant, parce que maintenant il faut payer 150 $ par an pour avoir ces photos d'affichés. Sur IMDb Pro, tu as tous les films en pré-production, d'accord? Tu vois la liste des films en pré-production, tu en as des milliers, et en fait, tu as les films studio, donc il y a un ranking, je ne sais pas comment on dit en français, tu vois, par exemple, ils sont numérotés, tous ces films-là. Oui. Comme les acteurs sont numérotés. Tu vois, le numéro 1, par exemple, c'est Brad Pitt, numéro 2, c'est Ryan Gosling, le numéro 3, ça va être, je ne sais pas moi, Joaquin Phoenix. Bon, donc, et plus tu descends, et moins tu es connu. D'accord? Pour les films en préparation, c'est la même chose. Plus le film est vers le haut, plus c'est un gros film avec des gros acteurs. Donc, quand toi, tu fais ta recherche, qui va être une recherche de candidature spontanée, si tu préfères,
Tu laisses tomber les 500 premiers déjà. C'est même pas la peine de les contacter parce que c'est des films studios Oui, qui ont tous des directeurs de casting. D'accord. En revanche, il y a un marché énorme de films indépendants qui vont se produire entre 250 000 et un demi-million de dollars, où ils n'ont pas les moyens nécessairement d'embaucher une directrice de casting. Donc toi, Candice Nechich, tu leur envoies ta démo, ton CV, je vais te dire comment faire. Si tu corresponds à un rôle qu'ils ont dans leur film, tu leur règles un problème. Ah oui. Parce qu'ils se disent, bon, bah, ce rôle-là, déjà, tu vois, il est distribué, on a trouvé une super actrice qui est motivée, qui nous a contactés, tu vois, par le biais d'une candidature spontanée. Donc, en fait, moi, c'est une technique que je n'ai pas inventée, mais qui est assez brillante. Je ne l'ai pas inventée parce qu'un jour, je produisais un film et j'ai un mec qui m'a écrit, qui a vu ça sur IMDb et qui me dit donc dans l'objet du mail. Alors attends, avant d'en venir à l'objet du mail, il faut savoir que comment tu fais? Tu passes les 500, les 1000 premiers même, les gros films, ok? Ensuite, tu cherches les films où tu vois, bon, il faut être motivé, il y a un peu de recherche, hein, où tu vois que le réalisateur est souvent le même que le producteur et le scénariste. Tu sais, le mec qui fait tout seul. Par exemple, un Loïc Paillard, qui a fait ce petit bijou Les Étoiles Restantes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Il a tout fait tout seul. Tu vois, Loïc Paillard, scénariste, Loïc Paillard, producteur, Loïc Paillard, réalisateur. OK. Bon, là, il y a son email. Si tu as dans IMDb Pro, tu as les coordonnées des gens, la plupart du temps. Il te faut soit l'email du réal, soit l'email du producteur. Tu leur envoies un email. Tu dis, voilà, votre film, dans l'objet, tu mets les étoiles restantes. C'était le titre du film. Donc, automatiquement, tu es en train de préparer un film, toi. Tu as un gars qui t'envoie ou une fille qui t'envoie un email avec dans l'objet le titre de ton film, tu l'ouvres cet email. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'intérieur, il y avait marqué, ce mec qui m'a écrit me dit, voilà, aujourd'hui, un agent et un manager ne suffisent pas. Votre film, qui s'appelait à l'époque, je ne me rappelle même plus, je me rappelle plus. Votre film, je sais pas, Mon cul sur la commode, me paraît très intéressant. Je me permets de vous envoyer ma candidature spontanée. Voici ma démo. Donc, 3 lignes, tu vois, il faut pas écrire un roman. J'ai été à l'école avec machin, j'ai fait les cours de bidule, j'ai été chez Florent. Ça, je sais que tu as créé un site pour les acteurs où tu donnes beaucoup d'informations pour les acteurs à Los Angeles. Est-ce que ce dont tu es en train de nous parler existe dans ce site? Non, j'en ai pas. On n'a pas d'article là-dessus encore. Ça s'appelle hollywoodsoulmag.com. hollywoodsoulmag.com. Et non, on n'a pas parlé. Mais en gros, pour te terminer, parce que j'ai fini, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets ta démo. Il faut encore des images en anglais, encore une fois, évidemment. Mais aujourd'hui, avec un iPhone 11 Pro ou même un iPhone normal, tu te tournes des scènes. Alors attention, ça c'est vraiment propre aux États-Unis. C'est très différent en France. Hein. Très différent. Mais je t'en prie, vas-y, continue. Ouais. Tant qu'on est sur le... Je te laisse finir sur cette histoire de… Je te termine juste ça parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens parce qu'il y a des projets, en fait, sur IMDb, tu peux même choisir les pays, tu coches les pays qui t'intéressent et tu dis en gros au producteur ou au réalisateur, écoutez, envoyez-moi une scène si vous pensez que je corresponds à un de vos personnages. Je me filme avec mon iPhone, je vous le renvoie dans les 72 heures. Et ben, je peux dire qu'avec ça, je connais des gens qui font 10 films par an. Moi, je l'ai fait une année. J'ai fait 4 films cette année-là. Fantastique. Voilà, tu te filmes, tu envoies la scène et mets-toi à la place du producteur ou du réalisateur à qui tu vas vraiment enlever une épine du pied. Parce que lui, il n'a pas d'argent pour payer son casting. Quand tu produis un film, tu as eu 1 milliard de choses à penser. Tu es complètement débordé. La plupart du temps, tu es encore en recherche d'argent dans le milieu du film indépendant. Je veux dire, si au moins tu sais, même si c'est 3 mois, 6 mois, même 1 an avant ton projet, avant de tourner, tu sais que ce rôle-là, bon, bah, ça y est, il est attribué, c'est vachement bien. Donc, tu règles un problème. D'accord, tu les aides. Très bien. Écoute, merci beaucoup de leur faire partager ça. Il y a une dernière chose que j'aurais quand même aimé vraiment soulever avec les comédiens qui nous regardent, c'est cette histoire de… Soulevons. Est-il plus facile de travailler à New York qu'à Los Angeles, du coup? Ah ouais, alors c'est bien que tu abordes ça. D'ailleurs, ceux qui veulent venir, qui seraient intéressés,
je dis tout de suite, ne venez pas à Hollywood. Allez à New York. Je vais vous dire pourquoi. Toutes les raisons sont de votre côté, à part le temps. Et c'est pour ça que moi, je suis ici et pas à New York, parce que je ne supporte pas le froid, encore une fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, en étant à New York, tu es à 6 heures d'avion de Paris. C'est-à-dire que tu peux y aller pour un callback. Bon, c'est pas la porte à côté, c'est pas un Paris-Avignon en TGV, mais c'est encore possible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Tu peux y aller pour un callback, tu peux y aller pour un projet qui t'intéresse, pour un gros projet, etc. Quand tu es à Los Angeles, c'est comme si tu étais à Sydney. Tu es à l'autre bout de la Terre, c'est terminé. Les billets d'avion coûtent très cher. Tu vas pas te taper 11 heures d'avion aller, 11 heures d'avion retour pour faire un callback. C'est complètement impossible. Bien sûr. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, qui est plus important que le point numéro 1, c'est que quand je te parlais tout à l'heure des scénaristes qui ont tendance ici à mettre des Mexicains dans les films, et c'est justifié parce qu'ils grandissent, c'est leur culture avec ces gens-là, à New York est beaucoup plus cosmopolite que LA. New York, c'est une plaque tournante. Il y a toutes les nationalités. Je n'ai jamais un directeur de casting à New York qui m'a demandé est-ce que vous pouvez faire un accent américain? Ah ouais, c'est fou. C'est incroyable. Alors ça, je vais te répéter ça parce que ça, il faut vraiment comprendre. C'est l'extrême inverse de ce que tu viens de nous dire pour Los Angeles. C'est fou. Extrême inverse. On m'a jamais demandé est-ce que tu peux faire un accent américain? Dingue. Donc, il y a beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail pour des étrangers et des Européens à New York. Tu as un agent à New York? J'ai un agent à New York qui m'a permis à l'époque de trouver. Il faut absolument avoir un agent à New York parce que les breakdowns, c'est-à-dire que les listes de casting qui sortent tous les jours ne sont pas les mêmes à New York qu'à LA, qu'à Atlanta ou qu'à Chicago ou qu'à Vancouver au Canada. J'ai un agent au Canada aussi. D'accord. Le Canada, c'est plus dur parce que même avec un visa américain, même maintenant que je suis américain, c'est difficile de tourner au Canada parce qu'ils te demandent, et en général, les boîtes américaines vont tourner au Canada pour des raisons de tax incentives, c'est-à-dire qu'ils ont des rabais de taxes sur les films. Mais en contrepartie, ils sont obligés de prendre des acteurs et du staff local. C'est-à-dire que les stars viennent, donc Tom Cruise, Brad Pitt, ils viennent avec parce qu'ils n'ont pas ça localement au Canada. Ouais. Le chef-op amène éventuellement, le réal amène éventuellement son chef-op, mais après, ils prennent tout le monde sur place. J'avais été pris encore, je vais te raconter ça, j'avais été pris pour un Tim Burton avec mon agent au Canada. Bon, un petit rôle, j'avais 2 scènes dans Big Eyes avec l'acteur principal de Inglourious Basterds, l'allemand. Et au final, je lui dis, est-ce que tu veux que je vienne à Vancouver? Parce que c'est quand même un truc énorme, tu vois, Tim Burton. Il me dit, non, c'est bon, tu as été validé, tu as été énorme. Tu as été validé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et au final, ils ont pris un mec local. Bah, bien sûr. Et j'étais prêt à... C'est terrible quand ça arrive, une chose pareille, parce que c'est... Non, parce que souvent on me demande est-ce qu'on peut bosser au Canada en étant aux États-Unis? À ma connaissance, non. À moins d'être canadien, non, c'est très dur. Mais pour revenir à New York, l'avantage de New York, c'est que tu as beaucoup plus de rôles pour des Européens. Et surtout, il y a beaucoup moins de concurrence. Ici, tout le monde est acteur. Il y a quelques années, donc quand tu tournes ici, quand tu produis un film, tu dois aller dans une boîte qui s'appelle LA Permit pour avoir les droits. Tu payes ton permis de tournage. Les permis de tournage sont très chers. Une fois, j'ai produit un film avec une voiture qui roulait dans le désert, il y avait personne. Ils m'ont imposé de mettre un motard devant, un motard derrière et un pompier à la retraite au cas où quelqu'un dans l'équipe mette le feu au désert, s'il te plaît. Ouais, c'est fou. Le motard te coûte $950 par jour, donc il y en avait 2, et le pompier à la retraite 850. Donc tu es déjà à 3000 boules par jour et à ce prix-là, tu n'as pas le droit de tourner. C'est juste la sécurité. Donc, il y a quelques années, il y a maintenant 5-6 ans, il y a énormément de boîtes de prod qui ont dit « fuck off, on se casse à New York ». Ils sont partis à New York et aujourd'hui, proportionnellement, tu as beaucoup plus de tournages à New York qu'ici. Bon, ça reste Hollywood, mais je crois que l'année dernière, mon manager me disait, en ce moment, il y a 60 séries qui se tournent à New York. Et tout le monde n'est pas acteur. Je vais te donner un exemple. L'hiver dernier, il y a eu une tempête de neige incroyable. J'ai un pote, il a quand même été au casting. Il a été pris, tu sais pourquoi? Parce qu'il était le seul à avoir été au casting. C'est hallucinant.
Hallucinant. Et je vais t'enfoncer le clou encore plus. Je regardais une émission sur Netflix Je d'un te mec coupe qui intervient. une seconde, Zach. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'il a entendu beaucoup dire qu'il a entendu parler en ce moment, qu'on entendait dire que tout se passe à Atlanta au niveau des tournages et des productions. Absolument. Ça tourne beaucoup à Atlanta. Atlanta, c'est le troisième endroit où il faut absolument avoir un agent. Alors, le problème d'Atlanta, c'est qu'il y a peu d'agents qui sont vraiment bons. C'est plus facile de trouver un bon agent à New York. Et il faut être local hired, c'est-à-dire qu'il faut que pour la prod, il faut que tu paraisses comme si tu habites là. Pour les raisons de tax incentive, c'est toujours pareil, parce qu'eux, ils veulent D'accord. récupérer après leur rabais d'impôt. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, en donc gros, il faut avoir tu un peux, agent à Los Angeles, à New York et à Atlanta. voilà. Chicago, bon, c'est pas très, mais oui, Atlanta, oui, parce qu'Atlanta, ça gère tout le sud, ça gère le Nouvelle-Orléans et tout, c'est vachement bien. Mais dernièrement, ce que j'ai entendu il y a un an et demi, c'est qu'ils te demandent quand même, la prod est susceptible de te demander une facture d'électricité à ton nom. Ah, ah ouais. Parce qu'en fait, tous les acteurs disent, voilà, bon, en gros, tu es payé 1000 balles par jour sur une série. Donc tout le monde dit, oui, il n'y a pas de problème, j'habite à Atlanta. Parce que dans ta tête, tu dis, Bien bon, je prends un sûr. billet d'avion pour 300 balles, je me prends une chambre pour 150 balles, et puis je tourne pendant 10 jours. Tu vois, enfin, ça vaut le coup financièrement. Bien sûr. Donc tout le monde dit, oui, j'habite là-bas. Sauf que maintenant, ils commencent à te demander la Il preuve que tu commence à habites là-bas. vérifier. Ah ouais. Donc ça devient un peu plus dur. Ah oui. Et tu vois, pour New York, pourquoi New York, c'est vraiment mieux? Je regardais une émission sur Netflix qui s'appelle The Hollywood Masters, qui est vachement bien, où ils interviewent des réalisateurs et des acteurs connus. Et Sean Penn expliquait que quand il a démarré sa carrière à Hollywood, personne ne voulait le prendre ici. Il n'a même pas réussi à trouver un agent. Ah ouais. Sean Penn, il est parti à New York. Il s'est retrouvé immédiatement sur Broadway en train de faire une pièce de théâtre. Il a été casté pour un long métrage qu'il a immédiatement propulsé. Ah, c'est en passant par Broadway, donc. Par Broadway. Il a trouvé un agent tout de suite à New York. Il n'arrivait pas à en trouver. Tu peux regarder, c'est sur Netflix, ça s'appelle Hollywood Masters. C'est dans, je crois, si je ne m'abuse, c'est la saison 3, épisode 3. C'est Sean Penn qui t'explique ça. Après, moi, j'ai une copine personnelle ici qui est très belle, qui était mannequin, un peu actrice. À un moment donné, elle gardait des enfants pour Brad Pitt et Angelina Jolie. Elle est Ah devenue bah oui, très je la amie. connais. Tu la connais. Donc tu connais l'histoire. Jolie, à un moment Oui, donné, mais lui elle dit, n'est pas attends. pour moi, elle est pour eux. Elle n'est pas pour moi, elle est pour ceux qui nous regardent, cette histoire. Voilà, donc Jolie lui a dit un jour, écoute, t'es belle comme un cœur, on est ravis de t'avoir là, évidemment, pour garder les enfants, tu t'en occupes super bien. Bon, elle n'était pas seule, ils sont une dizaine à bosser là-dedans, évidemment. Mais il faut vraiment que tu vois, faut vraiment que tu t'occupes de ta carrière. Et elle lui a dit, moi, je peux rien faire pour toi à LA, ça, pour toi, ça se passe à New York. C'est Elle à New était York qu'on belge, démarre une carrière. d'ailleurs. Hein? Elle était belge, d'ailleurs. Elle était belge, ouais. Enfin, elle est Ouais, elle belge. était belge. Elle est belge, ouais. Et ça se passe à New York. Ici, je peux rien faire pour toi. Donc l'autre lui a dit, écoute, New York, ça coûte cher. Il dit, pas de problème, j'ai un appartement, je te passe un appartement, je vais te présenter mon manager, etc. Donc, quand tu vois, quand Angelina Jolie te dit, je peux rien faire pour toi à Los Angeles, c'est chaud. Je vais te donner un troisième exemple. J'ai une amie ici qui était mariée pendant des années avec un acteur de série, mais donc tu connais pas le nom, mais tu vois les séries genre CSI et tous ces trucs-là, là, les trucs de flics et de juges et machin. Il était principal dans la série, pas récurrent, c'est-à-dire principal. Ouais. Il fait partie des 5 personnages de la série. Ça a duré 4-5 ans, il était très très connu à la télé, il a gagné énormément d'argent, parce qu'ici, quand tu es à la télé, tu gagnes énormément d'argent, les séries sont vendues dans 150 pays. Je te coupe une Il est seconde. parti. Je te coupe Ouais. une seconde. J'ai un chronomètre qui vient de se mettre en route. Je ne le découvre, je ne le savais pas. Ah, on a terminé. Les lives Instagram, en fait, ont une limitation de temps. Et là, j'ai un chronomètre d'une minute 40 maintenant et 39 au moment où je te parle, qui commence à décompter. Donc, merci pour ces anecdotes qui sont très riches, très enrichissantes et qui nous ouvrent un petit peu l'esprit sur comment ça se passe. En revanche, est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour le mot de la fin? Je sais qu'en tant que producteur de film, tu avais envie de passer un message sur le type de recherche que tu fais en ce moment. Ah ouais, ouais. Alors moi, je suis intéressé par les films sur le thème de la errance et comment dire, de la errance et de l'aventure humaine. Par exemple, des gens qui auraient des scripts qui nous écouteraient dans les tiroirs, des films comme par exemple Les Étoiles restantes, j'aime beaucoup.
Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, Forrest Gump, mais bon, Forrest Gump, c'est beaucoup plus cher à produire. Donc, je la fais courte. En gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que si vous avez ce genre de scénario sous le bras, n'hésitez pas, envoyez-lui. Ce sont des choses que typiquement il peut produire aux États-Unis, à Los Angeles, à Hollywood. Donc surtout, n'hésitez pas. En tout cas, Zach, 1 milliard de fois merci. Little Miss Sunshine, je voulais dire aussi. Voilà, ça, Little Miss vraiment Sunshine. Si vous avez ce genre de choses en tête, on n'a plus qu'une 60aine de secondes à se parler. Merci infiniment, Zach, de nous avoir donné de ton temps, d'avoir participé à ce live, d'avoir échangé tous ces tuyaux que toi, tu as connus.